L'Arche de l'Histoire. Présenté par Jean-Baptiste Noé. Il est un moment important dans la vie de l'Église, crucial, qui est celui de l'élection d'un nouveau pape. Lorsqu'un pape est décédé ou lorsque, pour la dernière fois, lorsqu'un pape a renoncé à sa charge, comme ce fut le cas de Benoît XVI en 2013, les cardinaux électeurs se réunissent en conclave pour élire le nouveau successeur de Pierre. Le conclave est un moment à la fois politique, mais également liturgique. Il répond à des règles précises dans son organisation, dans son déroulement, et il répond aussi à des normes liturgiques, car il ne faut pas voir le conclave comme une tractation politique, comme la simple élection d'un chef d'État, une sorte de monarchie absolue élective. Le conclave doit amener les personnes qui participent, les cardinaux électeurs, à se mettre à l'écoute du Saint-Esprit, du souffle de Dieu, pour percevoir parmi leurs pairs celui qui est désigné par l'Esprit Saint pour succéder à Saint-Pierre. Il y a donc dans le conclave une dimension humaine, purement humaine, mais également une dimension profondément surnaturelle et divine, et on ne peut pas comprendre le conclave si l'on n'a pas ces deux éléments à l'esprit, cette double dimension, une dimension humaine et une dimension divine. Conclave signifie d'un strict point de vue étymologique, sous clé ou avec la clé cum clave, parce que cela désigne une réunion à huis clos, la réunion à huis clos des cardinaux enfermés aujourd'hui dans la chapelle Sixtine, à l'abri des perturbations du monde, à l'abri des sollicitations. C'est Jean-Paul II qui a imposé le fait que le conclave doive forcément et toujours se tenir dans la chapelle Sixtine, sauf empêchement grave. On peut penser à l'invasion de Rome, par exemple. Alors que avant Jean-Paul II, c'était une tradition, mais ce n'était pas une obligation. Dans l'histoire, il est arrivé que les papes soient élus ailleurs qu'à Rome, à Lyon par exemple, ou bien à Venise, comme ce fut le cas pour Pie VII, parce que les États pontificaux étaient envahis par les troupes napoléoniennes. Et puis on se souvient que Pie XII avait prononcé son acte de renonciation au cas où il serait arrêté et enlevé par les nazis. Et dans ce cas, les cardinaux électeurs auraient très bien pu se réunir ailleurs qu'à Rome si ils avaient été empêchés de se rendre à Rome afin d'élire un nouveau pape. Donc le fait que le conclave soit sous clé, que les cardinaux soient enfermés, ne cherche pas à faire en sorte que cette élection soit secrète et ne soit obscure, mais elle vise au contraire à renforcer la liberté d'action, la liberté de parole et la liberté de vote des cardinaux électeurs. Ce que veulent éviter les papes, et ce que l'on a voulu éviter tout au long de l'histoire de la papauté, ce sont les ingérences extérieures. Les ingérences des hommes politiques, notamment des monarques, mais aujourd'hui ce sont davantage des ingérences de la presse, raison pour laquelle il est interdit que des journaux entrent dans les espaces du conclave. Il y a la chapelle Sixtine, mais également la maison Sainte-Marthe, qui est l'endroit où logent les cardinaux. Éviter également les communications avec l'extérieur, que ce soit par le biais de lettres ou par le biais de téléphone portable ou bien de courriel. Et d'ailleurs, lors du conclave qui a élu Benoît XVI et puis ensuite qui a élu le pape François, des brouilleurs ont été placés dans la chapelle Sixtine, à la fois pour empêcher les enregistrements, mais également pour empêcher les communications avec l'extérieur. Il s'agit bien à chaque fois de sauvegarder, de protéger la liberté dans cette élection, parce que s'il n'y a pas de liberté, l'élection est entachée d'irrégularité, et par conséquent, l'élection du pape peut être controversée. D'ailleurs, on voit que
le conclave s'est constitué au fil du temps, la manière de faire du conclave. C'est d'ailleurs une constante dans l'histoire de l'Église de considérer qu'il y a des éléments qui ne changent pas, il y a des éléments qui sont les mêmes tout au long des siècles, mais qui malgré tout font preuve d'une très grande souplesse pour s'adapter aux circonstances du temps. S'adapter sans bouleverser les choses ou sans changer complètement les choses, mais s'adapter aux nouveautés, par exemple l'apparition de nouveaux moyens de communication, s'adapter également à l'ingérence que les rois, les empereurs veulent faire peser sur l'élection. Alors concernant l'organisation du conclave, eh bien, il est donc organisé autour du Sacré Collège. Le Sacré Collège, c'est le collège des cardinaux, et seuls les cardinaux électeurs peuvent voter, donc ceux qui ont moins de 80 ans, ceux qui ont plus de 80 ans ne sont plus cardinaux électeurs. Et le conclave a lieu pendant ce qu'on appelle la période du siège vacant, sede vacante, quand le siège de Saint-Pierre est vacant. Et lorsque le siège de Saint-Pierre est vacant, c'est le camerlingue qui prend en charge les affaires courantes jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu. Les constitutions précisant que le conclave doit se tenir entre 15 et 20 jours après le début de la vacance du siège apostolique. Benoît XVI, après sa renonciation, avait stipulé que le conclave pouvait commencer plus tôt si tous les cardinaux étaient présents. D'ailleurs, un des points qui s'est posé dans l'histoire de l'Église au début du XXe siècle était le fait que les cardinaux non européens ne pouvaient pas participer au conclave parce qu'ils n'avaient pas le temps d'arriver. Ça avait notamment beaucoup marqué les cardinaux américains qui n'ont pas pu participer à l'élection de Pie XI ou de Pie XII parce que le temps de traverser l'Atlantique en bateau, le conclave était déjà terminé. Et puis on ne peut pas rentrer dans un conclave une fois que les portes sont fermées. Donc certains cardinaux sont arrivés trop tard, les portes étaient fermées, et par conséquent on avait à ce moment-là rallongé le temps entre la vacance du siège et l'ouverture du conclave. Il était de 10 jours, il a été ramené à 20 jours pour que les cardinaux américains puissent venir. Sauf qu'au moment où on a porté cela à 20 jours, eh bien, on a abandonné le bateau pour traverser l'Atlantique, on est passé à l'avion, et donc là, le facteur de temporalité ne jouait plus. La technique a permis de résoudre un problème juridique. Pour que l'élection soit valide, il faut 3 conditions. Tout d'abord, qu'elle se déroule selon les normes clairement établies, qu'il n'y ait pas d'ingérence venant de l'extérieur. Il faut ensuite que la personne qui est élue le soit avec les 2/3 des voix. On n'est pas élu à la majorité des membres, mais à la majorité des 2/3. Et il faut également que le cardinal élu accepte sa charge. S'il ne veut pas être élu pape, eh bien, il peut renoncer soit au moment où les votes se font et où il comprend que le couperet risque de tomber sur sa tête, soit au moment où il est élu, il peut refuser l'élection, et auquel cas l'élection n'est pas bonne, est à refaire, et donc on brûle les papiers, et puis il y a la fumée noire qui apparaît. Vous savez qu'entre chaque tour, les bulletins sont brûlés, et si c'est la fumée noire, c'est donc qu'il n'y a pas de pape. Si c'est la fumée blanche, c'est qu'il y a un pape. Comme souvent la fumée est grise, des dispositions ont été prises au cours du XXe siècle pour mettre des colorants. Alors au début, on mettait de la paille, de la paille humide, pour que ça fasse beaucoup de fumée et que la fumée soit bien noire. Maintenant, on va mettre un peu de colorant ou de chaux pour que la fumée soit bien blanche ou soit bien noire. C'est une manière de prévenir les personnes qui étaient à l'extérieur de la chapelle Sixtine. Aujourd'hui, c'est un élément de communication important. Et puis, vous savez qu'au moment où le conclave va s'organiser, on installe la petite cheminée. Donc, il y a la cheminée dans la chapelle Sixtine et puis le petit tuyau qui dépasse, qui attire toujours les yeux des observateurs et des journalistes du monde entier devant l'installation de la cheminée qui prépare le conclave. Les bulletins de vote sont des bulletins qui sont fermés. Chaque cardinal le met. Et les cardinaux ne peuvent pas voter pour eux. Et pour éviter qu'il y ait... parce qu'évidemment, on ne vote pas pour soi, on vote pour les autres. Alors, concernant l'élection du pape, l'élection du pape est attestée, enfin, l'élection de l'évêque de Rome
est attestée dès le IIIe siècle. Et d'ailleurs, la plupart des évêques étaient élus par élection, à l'origine par élection du peuple chrétien. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans les villes. Et puis, lorsque cela s'est étendu, ce sont les chanoines qui élisaient l'évêque, raison pour laquelle les cardinaux élisent l'évêque de Rome, parce que les cardinaux, ce sont les chanoines de l'évêque de Rome, c'est le gouvernement de l'évêque de Rome. Et donc, c'est pour ça que c'est eux qui élisent le pape. Et c'est en 1059, dans le décret In Nomine Domini, promulgué par le pape Nicolas II, que le rôle des cardinaux a été défini, ce rôle d'élection, 1059, donc à la moitié du XIe siècle. L'enfermement, en revanche, est plus tardif, il survient au XIIIe siècle. Cela a été fait pour des raisons matérielles, c'est un moment où les cardinaux avaient du mal à se décider sur l'élection d'une personne. La population était excédée, ils ont donc enfermé dans une église avec de la nourriture et de l'eau pour tenir quelques jours, mais pas plus, et avec un arrêt de l'alimentation, et donc les cardinaux ont été contraints par le manque de nourriture à se mettre d'accord entre eux pour pouvoir sortir et commencer à manger à leur faim. Donc au début c'était une raison pratique, favoriser l'élection, et puis ensuite c'est devenu une raison politique, donc assurer la liberté d'élection, éviter que des personnes extérieures ne viennent entacher la liberté des cardinaux dans leur choix. Donc l'enfermement n'est pas une dissimulation, mais au contraire une garantie de la liberté des cardinaux. En 1274, donc à la fin du XIIIe siècle, le pape Grégoire X promulgue la constitution Ubi Periculum, qui institue véritablement le conclave en tant que tel, qui est la période entre la mort du pape et l'entrée en conclave, et il définit également la claustration et l'interdiction de communiquer avec l'extérieur. Et c'est au XVIe siècle que Pie IV recense dans la bulle In Elegendis les différents modes électifs, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul mode électif qui est le mode par bulletin. Autrefois il y avait des modes par acclamation, le mode électif par acclamation a été interdit. Il y a eu un précédent important dans les élections des papes, qui est l'élection du pape Pie X, puisque ce n'est pas lui qui avait été élu à l'origine, c'est un cardinal Rampolla qui avait été élu, mais au moment où le cardinal Rampolla a été élu, l'archevêque de Vienne était intervenu en disant que l'empereur d'Autriche s'opposait à son élection, ce qu'on appelle l'interdit. C'est un privilège qui revenait aux souverains catholiques, l'empereur d'Autriche, le roi de France et le roi d'Espagne, qui pouvaient s'opposer à l'élection d'un cardinal au siège de Pierre. Par conséquent, le cardinal Rampolla a dû renoncer à cette élection, et à la suite de cela, Pie X a été élu, et il a d'ailleurs ensuite supprimé le droit d'interdit pour éviter donc cette ingérence dans les affaires de la papauté. Vous voyez que tout cela est multiple. Lors de l'élection de Jean XXIII en 1958, il n'y a que 51 votants. Et la limite des cardinaux électeurs est fixée à 70. Ça faisait 4 siècles que la limite était fixée à 70. Et Jean XXIII va aller un petit peu au-delà de cette limite, puisqu'il crée de nombreux cardinaux, si bien qu'à sa mort, et lors du conclave qui élit Paul VI, eh bien, on compte 82 cardinaux électeurs. Et d'autre part, Paul VI va faire en sorte que les cardinaux électeurs doivent tous être évêques. Donc si un cardinal électeur n'est pas évêque, eh bien, il doit être ordonné évêque avant d'entrer en conclave, parce qu'auparavant, il y avait des cardinaux qui n'étaient pas évêques, puisque ce sont deux charges différentes. C'est notamment le cas du cardinal Ottaviani, celui qui dirigeait le Saint-Office, il n'était pas évêque. D'autre part, Paul VI promulgue le fait que les cardinaux de plus de 80 ans ne peuvent plus élire le pape, donc ils ne sont plus cardinaux électeurs, et aujourd'hui, le nombre de cardinaux électeurs est fixé à 120. Donc quand on arrive à 120, eh bien, on ne peut plus créer de nouveaux cardinaux électeurs. Jean-Paul II a
modifié également les dispositions. Alors on l'a dit en début d'émission, il a imposé le fait que l'élection du conclave ait forcément lieu dans la chapelle Sixtine. Il a également modifié le nombre de tours. Il y avait autrefois 2 tours de vote par jour. Jean-Paul II en met 4, donc 4 tours de vote, 2 le matin, 2 l'après-midi, ce qui permet aussi d'accélérer quelque peu l'élection. Et puis Jean-Paul II a également pris comme disposition que au moment où on annonce l'élection du pape, non seulement il y ait la fumée blanche qui apparaisse, mais que les cloches de Saint-Pierre de Rome sonnent, parce que la fumée blanche, on a du mal à la distinguer, c'est tourné toujours vers le gris, alors que les cloches, ça, on les entend, et puis c'est aussi une manière de signaler la joie du peuple de Dieu qui a un nouveau pape. Pour le déroulement du conclave proprement dit, donc le conclave débute d'abord le matin par la messe du Saint-Esprit. La messe du Saint-Esprit au cours de laquelle une homélie était prononcée pro eligendo Romano Pontifice qui devait représenter l'image d'un pape idéal. Cela a été maintenant supprimé. Mais après la messe du Saint-Esprit, les cardinaux quittent la chapelle Pauline. Ils la quittent en procession en chantant le Veni Creator Spiritus, qui est entonné par le doyen du Sacré Collège. Puis ils chantent la litanie des saints. Ils traversent la Sala Regita, ils arrivent dans la chapelle Sixtine en procession, où le cardinal doyen lit un texte au nom de tous les cardinaux, dans lequel l'ensemble des cardinaux s'engagent à respecter les règles du conclave, notamment celle du secret, car les cardinaux n'ont pas le droit de dire ce qui s'est passé, qui a voté pour qui, sinon ils encourent l'excommunication. Ensuite, chaque cardinal prononce un serment en latin sur les évangiles qui dit ceci: moi, cardinal un tel, je promets, je m'oblige et je jure que Dieu m'aide et ces saints évangiles que je touche de ma main. Une fois terminé, les portes sont fermées, le secrétaire du conclave prononce la célèbre formule tous dehors, extra omnes. Les portes sont scellées, la chapelle Sixtine est protégée et surveillée par les gardes suisses et le conclave débute. Et puis il y a un cardinal non électeur qui peut donner qui peut servir de médiation, donc il l'aide à l'organisation du conclave, même si lui ne vote pas. Ensuite, lorsque le pape est nommé, eh bien, le secrétaire est appelé, il entre dans la chapelle Sixtine, on lui dit qui a été élu, il reçoit la confirmation, l'approbation par l'élu de la charge qui est la sienne, et le pape peut donc être proclamé. Alors, au niveau de l'organisation très matérielle du conclave, donc les pères électeurs logent dans la maison Sainte-Marthe et puis rejoignent la chapelle Sixtine. Généralement, les repas sont pris individuellement ou en commun, mais généralement c'est en individuel. Et puis les cardinaux se rassemblent le matin, ils célèbrent leur messe dans la chapelle Sixtine, et puis il y a un premier tour après le petit déjeuner, et puis un deuxième tour qui a lieu également. Et puis ensuite il y a 2 tours l'après-midi, ce qui laisse également du temps aux cardinaux de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir aussi mener quelques tractations, quelques moyens également de faire circuler des informations, parce que il y a toujours des cardinaux qui ne connaissent pas les autres cardinaux, donc il faut aussi se découvrir. C'est d'ailleurs avant que le conclave ne débute, il y a ce qu'on appelle les congrégations générales, qui sont quelques jours où les cardinaux travaillent ensemble pour analyser un peu la situation, et ces congrégations générales sont l'occasion et le moyen pour les cardinaux de se connaître, parce que ceux qui vont rarement à Rome ne connaissent pas les autres cardinaux. D'autres éléments par rapport au conclave, vous savez donc lorsqu'il est élu, le pape doit choisir un nouveau nom, et donc ça devient son nom
de règne. Et puis il se rend également dans la chapelle qu'on appelle la chapelle des larmes, où il est seul et où il endosse le nouveau habits. Il abandonne ses habits rouges de cardinaux et il endosse ses habits blancs de pape. C'est la maison Gamarelli à Rome qui tisse les habits et qui fait 3 soutanes, une petite, une grande et une moyenne, qui permet comme ça de convenir à peu près à tout le monde. Après l'élection, une fois que le quorum des 2/3 des voix est atteint, une sonnerie retentit. Il y a également une salve qui est prononcée, enfin qui retentit sous les applaudissements des personnes. Le doyen du Sacré Collège s'approche de la personne qui a été élue pour demander s'il accepte. Acceptas ne electionem de te canonice factam in summum pontificem. Accepte toute mon élection canonique comme souverain pontife. Et l'élu répond accepto ou non accepto, si il ne refuse pas. Dès lors, il est pape et son pontificat commence à ce moment-là. Puis le doyen lui demande quel nom il veut prendre. Quomodo vis vocari, comment veux-tu être appelé? Et puis il prend donc un nouveau nom, qui va être son nom de règne. C'est important parce que le nouveau nom indique également la tonalité du règne. Il indique un petit peu sous quel pontife ou sous quel saint le nouveau pape veut se placer. Ensuite, donc, il choisit ses soutanes, il s'habille, et puis le doyen des diacres, le cardinal doyen, arrive à la loggia Saint-Pierre, ce qu'on appelle donc un cardinal protodiacre. Il arrive à la loggia Saint-Pierre avec 2 cérémoniaires, et il annonce l'élection, il prononce la célèbre formule « Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum dominum ». Donc là, il prononce le nom de l'élu, Sancte Romane Ecclesiae et Torbi, qui est sa première bénédiction. Il peut également prier avec la foule, et à partir de là, l'Église a un nouveau pape, et l'Église entre donc dans ce nouveau pontificat. Il y a évidemment un côté folklorique, cela fait partie aussi de la grandeur de l'Église, que ces rites, que c'est cette attraction qui est organisée, mais cela répond aussi à une liturgie extrêmement précise. Et vous savez que la bénédiction Orbi et Torbi à Loggia Saint-Pierre a été pendant quelque temps un grand souci politique, parce que lorsque Léon XIII a été élu, la question est posée de savoir s'il doit prononcer sa bénédiction à l'extérieur, donc sur la loggia, vers la place Saint-Pierre, ou dans Saint-Pierre de Rome. Et s'il prononce sa bénédiction à l'extérieur, cela suppose qu'il reconnaît l'annexion de Rome et qu'il la valide, l'annexion de Rome, par les troupes du Piémont-Sardaigne. Et cela ici refuse. Par conséquent, il prononce sa bénédiction, non pas sur la loggia de Saint-Pierre de Rome, mais à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome, ce qui témoigne de son refus de cette annexion. Vous voyez que une prière apparemment anodine, que l'on perçoit aujourd'hui comme normale, a pu susciter en son temps de grandes controverses politiques et a pu susciter un enjeu politique majeur, ce qui nous montre aussi que la papauté est bien au cœur des interrogations du monde, elle est bien au cœur des attentions du monde, et ces conclaves témoignent aussi de l'intérêt que le monde porte au pape, à l'Église et au Saint-Siège. C'était sur les ondes de Radio Espérance, votre émission L'Arche de l'Histoire. Émission présentée par Jean-Baptiste Noé.